La coqueluche des médias et du jour au lendemain, il a été mis au banc de la société. Sa faute, avoir écrit de très nombreux tweets racistes, antisémites, sexistes et homophobes. On a appelé ça l'affaire Mehdi Méclate. Pour la première fois, il s'explique dans un livre. Et sur ce plateau, voici Mehdi Méclate. Bonsoir. Bonsoir Mehdi. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Vous Merci. avez 26 ans, vous êtes né à Clichy-la-Garenne. Vous avez fait la une des Inrecuptibles. Vous avez fait la une de Télérama, du magazine Du Monde. Vous avez publié 2 romans avec votre ami Badrou. Vous étiez les Kids de France Inter, les petits génies du Bondi Blog. Vous avez aussi travaillé pour Arte. On vous a reçu dans le Petit Journal. C'était en 2016 ou 2017. Le 17 février 2017, vous faites la promotion de votre 2e roman, La Grande Librairie, sur France 5. Et le 18 février 2017, il se passe quoi? Il se passe que 2 utilisatrices de Twitter anonymes décident de faire des recherches par mots-clés justement sur Twitter dans mes tweets. C'est-à-dire de fouiller ce qui se passait dans ce compte Twitter. Ce qui arrive souvent. Ce qui arrive souvent, je ne sais pas. En tout cas, ce qui arrive de plus en plus, ça c'est sûr. Et elle décide de chercher 4 mots-clés, 4 occurrences sur ce compte Twitter. Donc juif, PD, femme et blanc. Ce qu'elles ne font pas, justement, c'est de chercher des occurrences autres, c'est-à-dire arabes, musulmans, pakistanais, beurette, qui est d'ailleurs un terme raciste, énormément d'autres mots comme ça, et elle se focalise sur ces 4 mots, et elle décide de publier, effectivement, 5 à 10 tweets parmi 53 000. Et donc, ça déclenche toute une affaire, une polémique absolument gigantesque, à la fois médiatique, politique. Je me retrouve être au cœur d'un scandale, finalement, à la fois, oui, politique et médiatique, j'insiste, parce que je suis aussi au cœur d'une utilisation aussi politique. C'est-à-dire que 2-3 jours après, je me retrouve quand même dans des discours de Marine Le Pen. Je deviens l'objet du mal, finalement, pour des gens qui sont eux-mêmes racistes, eux-mêmes fascistes, et qui ont une parole extrême en France. Votre pseudo était donc Marcelin Deschamps, mais tout le monde sur Twitter, mais tout le monde savait que c'était Mehdi Méclate qui écrivait les tweets. Pour bien comprendre l'énorme malaise qu'ont provoqué ces tweets, il faut en lire quelques-uns. Ils sont présents dans ce livre, vous n'essayez pas de les dissimuler. Je vais en lire quelques-uns. Alors ne pas les lire, les gens ne comprendraient pas l'histoire. Et les lire, j'avoue que c'est compliqué. Oui. Mais je vais en lire quelques-uns. Au sujet du premier attentat à la bombe de Charlie, pas l'attentat meurtrier, le premier attentat contre Charlie Hebdo, vous avez écrit « Faudrait que Charlie brûle plus souvent, j'ai gagné 4 followers. Et sinon, j'ai envie de commettre un acte homophobe pour qu'on parle de moi. » Autre tweet « Les Noirs, les Feuges, ils ont des gros nez. » Autre tweet « Pour l'Aïd, je vais égorger Brigitte Bardot dans ma baignoire. Faites un génocide au Pakistan si je meurs. Les Blancs doivent mourir as soon as possible. Le nez d'Omar Sy est une cage thoracique. Autre tweet, je m'imagine broyer les couilles de Ruquier avec un hacheur Moulinex. Suis-je un pervers? Polonie serait plus belle sous une burqa. Et celui sur les Césars et les Juifs et Hitler, je peux pas le dire. Ce qui est très compliqué, effectivement, on est sur un plateau de télévision, voilà, il y a du public avec nous, vous, c'est quelque chose de très officiel qui se passe à ce moment-là. C'est très compliqué de lire des tweets. Et de les faire exister. C'était compliqué. Oui, c'est pour ça que c'est compliqué de les sortir de votre compte Twitter. Mais c'est très compliqué en fait d'y parler. Mais ils existent. Oui, ils existent. C'est très compliqué d'en parler comme ça à froid. C'est-à-dire que Twitter, c'est quelque chose, c'est un média de l'euphorie. C'est un média, vous savez, où il se passe quelque chose comme ça dans l'instant, qui est totalement démesuré, qui est totalement extrême. On peut voir Donald Trump, on peut voir des gens comme ça qui sont absolument dépassés finalement par une forme d'excitation très forte, hystérique, etc. Alors effectivement, prendre des tweets qui ont été écrits dans le contexte de ce compte-là, qui était un compte provocateur, qui était un compte qui allait finalement au bout d'une certaine limite, etc. C'est très particulier de les entendre. D'ailleurs, pour moi, c'est très très dur de les entendre comme ça face à moi. Et aujourd'hui, là, 2 ans après, est-ce que vous comprenez pourquoi vous les avez écrits? Déjà, je comprends que ces tweets blessent.
c'est inéluctable. C'est-à-dire que quand on se retrouve face à la j'ai envie de dire, à la douleur. Vous vous excusez auprès de ceux que ça a pu Oui, blesser ? je me suis excusé déjà dès le premier jour de cette affaire. C'est-à-dire, pour moi, il était très très important de montrer que j'étais pas celui qu'on disait. Pour autant, ce qui m'a questionné, parce que ce livre, c'est aussi des questions, c'était pourquoi finalement on n'a pas cru ces excuses. Pourquoi j'étais finalement toujours aussi parce que suspect. les mots sont trop forts. Peut-être parce que moi j'y ai vu quelque chose d'autre. C'est-à-dire que je pense que effectivement, quand on s'appelle Mehdi, aujourd'hui en France, il n'est pas facile de s'excuser parce qu'il y a forcément une suspicion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est arabe ou noir en France, effectivement, il y a une forme de suspicion dans l'air. Il y a quelque chose qui fait que il est très très facile d'enfermer cette personne dans son identité. Et effectivement, moi... Les tweets sont là quand même. Les tweets sont là, mais la question qui se pose, c'est que ces tweets-là, qui ont été ressortis, étaient très très ciblés. Alors pourquoi finalement on n'a pas été chercher des tweets contre la communauté pakistanaise, contre les beurettes, contre les arabes, parce qu'il était beaucoup plus facile de me présenter effectivement comme antisémite. Il est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui s'appelle Mehdi d'être présenté comme ça aujourd'hui en France. Voici les papiers sur vous au moment de l'affaire. Dans le Figaro, Mehdi m'éclate ou la barbarie à visage médiatique, l'édito du Monde. L'affaire m'éclate, symptômes révélateurs, l'enquête de Libé, qui se cache derrière Mehdi m'éclate, l'Obs, un kid dans l'œil du cyclone, et voici ce qu'on disait de vous. Avec son double virtuel, Marcellin Deschamps, Méclat a fait le mauvais choix, des voix extrêmes, et même pas seulement extrêmes, n'attendaient que cela pour cracher à la fois sur la banlieue et sur les médias. Moi je raconte qu'à la une des Inrocks, oui. Vous aviez... Et vous les aviez vus, vous, avant les tweets Voilà. Est-ce que vous les aviez vus avant, vous, les tweets? Ah, mais il faut faire votre boulot, monsieur. Il n'y a pas eu d'excuse de la part des... Est-ce que ce soir, vous condamnez cela? Ce sont les réseaux sociaux qui ont obligé la presse réfractaire, récalcitrante, à publier cette petite anthologie de l'horreur. C'est pas moi qui ai tweeté, non, c'est ma part d'ombre, ou ma part de liberté, comme il dit. Et en fait, quand l'affreux Marcellin Deschamps écrit « mort aux Juifs », c'est pas moi qui parle, c'est juste moi qui m'éclate. Ces tweets sont absolument abominables, épouvantables. Ce qui me frappe, c'est la façon dont la parole s'est déverrouillée sur toutes ces questions. Pour ma part, je suis assez heureuse de savoir que quand Mehdi m'éclate me traitait de grosse pute et expliquait qu'il ferait bien de moi son mouton de l'Aïd, c'était de l'humour, et du coup j'ai une pensée émue pour les vrais humoristes qu'on oblige à s'excuser de leurs blagues. Vous étiez où quand il y avait ça? Alors moi je suis parti à Tokyo parce que mon meilleur ami y habitait et j'avais l'impression que j'étais au milieu de quelque chose que j'arrivais pas à surmonter, à dépasser. C'est très étonnant de voir ces extraits-là. Évidemment, je les ai revus pour écrire. Je les ai analysés, écoutés. J'ai pas l'impression, effectivement, quand on écoute Florian Philippot, par exemple, que j'ai des leçons à recevoir des gens du Front National ou des gens comme ça, qui sont extrêmes et qui, eux, assument leurs paroles et qui, eux, ne s'excusent jamais. Voyez ? Il y a un Toven aussi. Il y a une Toven, mais bon, j'ai l'impression que ce jeu de mots m'éclate. Enfin, moi, on me le fait depuis, vous savez, depuis que j'ai 2 ans. Je trouve ça assez faible, mais ça, c'est un détail. Mehdi m'éclate est dans le quotidien. On continue à discuter dans 2 minutes à vous. Hyundai. On reçoit Mehdi m'éclate pour ce livre Autopsie, c'est chez Grasset. C'est ça, c'est chez Grasset. J'ai écrit des tweets stupidement misogynes, homophobes, antisémites, arabophobes, négrophobes, tout simplement racistes, que l'on peut juger insupportables, bien sûr, mais je ne veux pas leur être associé, je le refuse catégoriquement. Vous savez, C'est vous qui dites ça dans le livre. Oui, je reconnais mes mots. Vous savez, j'ai écrit effectivement ces tweets-là. Ce que j'avais à questionner aussi dans ce livre, c'est pourquoi justement on n'a pas écouté et on n'a pas regardé mon travail que j'ai fait pendant 11 ans avec Badrou, à la fois au Bondi Blog et à France Inter. C'est ce que j'allais vous dire, c'est vraiment... Vos tweets, c'est pile le contraire de ce que vous faisiez sur France Inter, ce que vous faisiez sur Arte. C'est pile le contraire dans vos livres. Ce que je raconte dans le livre, c'est pas un livre qui est là pour dire pardon et se réhabiliter. Un peu quand même. Alors, il y a cette
ce côté-là qui est très important, la part d'excuses dont je parlais tout à l'heure et qui a été mon cas depuis le premier jour de cette histoire. Mais ce que j'ai envie de raconter dans ce livre et ce qui est le cœur de ce livre, c'est aussi cet itinéraire social. Vous savez, quand on est pauvre en France, quand on est issu d'un milieu pauvre, défavorisé, quand on est justement assimilé à être arabe en France, il est très compliqué. Il y a une forme de réaction. Voilà, il y a une forme d'être contre. Et j'ai l'impression la question que pose ce livre aussi, c'est que le monde social est tellement éprouvant et tellement violent qu'il pousse quelqu'un carrément qui n'est pas homophobe, qui n'est pas antisémite, qui n'est pas arabophobe, à écrire des choses pareilles. C'est ça que je questionne et c'est ça que j'ai envie de raconter. J'ai l'impression que... Pourquoi, à votre avis ? Parce qu'on est dans une société totalement en flammes. Vous voyez, il y a quelque chose qui est totalement dépéri. Il y a quelque chose Vous étiez en flamme ? Je pense qu'en tout cas, on vit dans une société qui est extrêmement dure, extrêmement violente. D'autant plus quand on vient d'un milieu pauvre, d'autant plus quand on vient d'une cité, d'autant plus quand on vient de je ne sais quelle place en France de la ruralité. Effectivement, et c'est ce que questionne le livre. Comment cet itinéraire social est possible et comment il peut nous faire dérailler. Et là-dessus, vous dites dans le livre, vous alliez à l'Élysée, vous bossiez sur France Inter, vous suiviez Catherine Deneuve en Birmanie, vous écriviez vos romans à Los Angeles, vous faisiez la couverture des journaux branchés, c'était la belle vie. Pourquoi vous l'avez mal vécu ? Parce qu'on ne peut pas vivre cet écart-là. C'est impossible, c'est en nous. C'est-à-dire que nous, à l'intérieur de nous, quand on est effectivement pauvre, dont je parle beaucoup dans le livre, cette condition sociale-là, il est très très compliqué de s'extirper de ça. On est toujours rappelé à sa classe sociale. Ça veut dire qu'on est pauvre à vie ? Oui, on est toujours rappelé à sa classe sociale. D'ailleurs, cette histoire en est peut-être une preuve. Qui vous le rappelez ? On nous le rappelle quand, à France Inter, on me dit non, Mehdi, toi, tu peux pas être payé parce que tu es trop jeune, et puis de toute manière, c'est un peu un honneur pour toi d'être là. Ou non, tu n'es pas journaliste, tu n'es pas légitime à prendre cette parole-là, à cet endroit-là. On me le disait aussi, hein. Parce que vous venez aussi d'un milieu défavorisé, un milieu pauvre. Oui, mais on me le disait aussi, quoi. T'es jeune, t'es mal payé. Parce que vous venez aussi d'un milieu, oui, je vous dis que la classe sociale est ancrée en nous. C'est-à-dire que vous, de votre milieu social duquel vous venez, effectivement, il a été dur pour vous d'émerger, ou il a été dur pour vous de passer à la télévision, de faire vos émissions, etc. Mais vous savez, on ne le rappellerait pas à quelqu'un qui vient d'un milieu bourgeois et qui est issu d'un milieu bourgeois. Beaucoup de gens trouvent vos tweets inexcusables car pour eux, vous étiez devenu un représentant de la jeunesse. Justement, ils sont déçus, voire même de la jeunesse de banlieue, donc beaucoup de déceptions. Oui, je peux comprendre, mais mon travail est là. C'est-à-dire que pendant 11 ans, moi, la parole que j'ai utilisée... Oui, mais la personne qui est venue au Petit Journal, justement, pour parler avec Badrou du livre, c'était qui ? C'était moi. Enfin, il y a aucun double. C'est-à-dire que cette question du double, etc., que j'avais écrit très très maladroitement. C'est vous qui parlez de double maléfique. Oui, j'avais écrit ça au moment de l'histoire parce qu'au bout de 2 jours, je savais pas quoi écrire. Mais enfin, vous savez, quand vous êtes au cœur sur Facebook. Oui, sur Facebook, quand vous êtes au cœur d'une polémique comme ça à 24 ans, vous savez pas vous extirper. Vous trouvez pas les mots, vous écrivez un peu n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai mis 2 ans à écrire ce livre. C'est-à-dire qu'il a fallu entrer à l'intérieur de moi-même. Il a fallu comprendre ce système, il a fallu comprendre les mots qu'on avait utilisés pour me définir. Le livre a failli s'appeler Virtual Suicide. Vous avez un bel accent. Oui, très bel accent. Oui, il a failli s'appeler comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y avait des références un peu trop pop. C'est ça que vous avez vécu ? Oui, clairement. Aujourd'hui, c'est pour ça que je pose la question de qu'est-ce qu'un tweet ? Qu'est-ce qu'une information posée sur Twitter ? Qu'est-ce qu'une fake news ? Justement, c'est toutes ces questions-là qui sont pour moi extrêmement modernes, extrêmement d'actualité. Et je pense que c'est justement ces questions-là que doit poser la société aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui Twitter pour vous ? Je dirais que c'est très ambigu. Ça a un rapport avec le t-shirt ? Unfollow. Ça, c'est une petite ironie. Mais non, je pense qu'à la fois, c'est un pays, comme je dis, magnifique. C'est-à-dire que les choses peuvent s'exprimer, la résistance peut s'exprimer, le combat peut s'exprimer d'une certaine manière. Et puis, c'est aussi Donald Trump. C'est aussi des gens qui ont une parole extrêmement raciste, il y a du harcèlement à tout va, et c'est un pays très très ambigu finalement, mais peut-être à l'image de notre société. Vous y retournerez ? Non, c'est pas un endroit qui m'excite particulièrement maintenant. Vous dites plusieurs fois dans le livre que vous vous appelez Mehdi Thomas Maximilien Méclate, fils de Mademoiselle Méclate et de Monsieur Pratt. Oui. Pourquoi ? Parce que en fait, j'ai été tellement catégorisé à mon identité arabe, j'ai été tellement catégorisé à mon identité d'être un Mehdi, justement, et tellement pas à ce prénom de Thomas Maximilien que m'a donné mon père. C'est là où j'ai questionné, si je m'appelais Maximilien Pratt, est-ce que j'aurais eu le droit, du coup, à une forme d'impunité ou à une forme est-ce qu'il y aurait une différence dans le traitement médiatique ?
Ça veut dire que raconter des saloperies, ça aurait été beaucoup plus excusé si vous étiez appelé Maximilien Prat. Peut-être pas plus excusé, mais en tout cas, peut-être que ça n'aurait pas pris cette ampleur-là. Quand on voit, par exemple, quelqu'un comme Laurent Deutsch, qui lui a écrit, pareil, des obscénités sur Twitter, mais là, pour le coup, vraiment cachées et vraiment sous un pseudo, etc., qui ont été révélés plus tard. Effectivement, aujourd'hui, Laurent Deutsch, sa carrière n'est pas remise en danger. On ne remet pas en question sa parole. On accepte, si demain il s'excuse, on acceptera ses excuses. Pourquoi on n'a pas accepté les miennes? Vous parlez souvent de votre mère. Elle a lu le livre? Oui, elle l'a lu. Elle l'a lu il y a 3 jours, je crois. Pourtant, elle ne voulait pas le lire. Elle voulait pas le lire, mais bon, vous savez, quand c'est sur la table du salon, forcément... Qu'est-ce qu'elle en a dit? Elle a dit que... je pense qu'elle a dit le plus beau, la plus belle critique du livre, elle a dit c'est vrai. Vous avez envie de dire quoi à un jeune type de 20 balais qui s'excite tout seul sur Twitter en insultant tout le monde? Excite-toi, mais n'oublie pas qu'un jour, on pourra te les ressortir et on pourra justement les opposer, te les opposer. Et peut-être même qu'on croira pas que tu as pu changer avec le temps. Ce soir sur Twitter, vous allez vous en prendre plein la gueule, et puis nous aussi, car on vous reçoit. Vous en foutez? La chasse au like, c'est fini? Oui, je pense qu'effectivement, on est dans une forme d'euphorie tout le temps à avoir le plus de followers, le plus de provocations. C'est ce que poussent aujourd'hui les réseaux sociaux. Après, c'est une course à laquelle j'ai participé. Aujourd'hui, j'en suis très loin parce que voilà, j'ai le temps de l'écriture, j'ai le temps de la littérature qui me permet de prendre le temps, justement. Mais non, ça ne m'atteint pas vraiment. Vous réclamez quoi? Le droit à l'oubli? Je réclame une forme de... J'ai l'impression qu'on a le droit aujourd'hui de poser le débat, de discuter. La société, elle devrait discuter de ces questions-là. C'est des questions qui sont extrêmement modernes. C'est des questions d'actualité. Vous décryptez des choses dans votre émission. Peut-être qu'il faudrait quelque chose qui est beaucoup plus large, vous voyez, nous adresser justement aux jeunes générations, leur expliquer ce que c'est qu'un tweet, comment on peut le ressortir, comment ces mots-là existent en fait dans la réalité, contrairement à ce qu'on croit. Est-ce que ce livre et ce plateau seront suffisants pour renaître socialement, pour faire autre chose, pour passer à autre chose, pour oublier? Moi j'écris, j'ai déjà plein d'idées avec Badrou, d'autres romans. Donc moi, effectivement, je prends le temps de cette écriture, je prends le temps du théâtre, j'ai écrit une pièce de théâtre. Donc j'espère qu'il est possible aujourd'hui qu'on se dise, il a fait des conneries, il s'est expliqué, il s'est excusé, il raconte quelque chose de la société, alors écoutons-le aussi. On peut écouter les gens. Vous faites quoi aujourd'hui? J'écris. C'est-à-dire que je viens de finir ce livre, je mets en scène une pièce de théâtre avec Badrou qui s'appelle Les enfants de la réalité. Justement, je trouve que ça aurait pu s'appeler comme ça aussi, le livre. Et j'ai Badrou qui vous accompagne? Oui, ça, il est en coulisses? Oui, Nour et Badrou sont là. Beaucoup de gens vous ont lâché? Oui, je comprends, ça peut terroriser, ça peut faire peur. J'aurais aimé que les gens qui me connaissent disent on sait qui il est, arrêtez vos conneries, c'est pas... Rien à voir avec ce que décrit Florian Philippot ou toutes autres sortes de personnes comme ça qui s'est exprimé. Vous dites que vous étiez radioactif. Oui, parce qu'à un moment, autour de moi, j'avais l'impression d'être un virus. Et j'avais l'impression d'être... non, je ne vais pas faire de blague, mais en tout cas, j'avais l'impression d'être un virus, oui, quelque chose comme ça de très troublant. Non, pas de blague, non. Non, non. Et vous ne l'êtes plus radioactif? Non, j'ai l'impression que les gens qui lisent le livre, justement, le livre sort, les gens qui l'ont lu comprennent quelque chose de cette histoire, essayent de démêler les fils, et je trouve que c'est le plus important. Merci Mehdi Méclate, ça s'appelle Autopsie, et c'est aux éditions Grasset. Merci d'être venu sur le plateau de Quotidien.